L'approche comportementale, appelée aussi behavioriste, s'est développée au début du XXe siècle aux États-Unis avec les écrits de John Broadus Watson. C'est la première approche en psychologie qui se revendique être scientifique, soit adoptant la méthode expérimentale en réaction notamment aux approches qualifiées de plus mentalistes ou introspectives qui s'inscrivaient encore dans la lignée du mariage séculaire entre psychologie et philosophie. Cette approche refuse d'étudier ce qui n'est pas directement observable et scientifiquement vérifiable, mesurable et prouvable. Elle décide donc de se concentrer uniquement sur ce qui est visible, soit, selon elle, le comportement. Elle axe alors ses recherches sur les apprentissages comportementaux par le biais d'expériences sur le conditionnement. Elle distingue deux types de conditionnement, le conditionnement classique, dit répondant, et le conditionnement opérant. L'un est basé sur un réflexe et l'autre sur un comportement appris et renforcé par des conditions externes. On y va, on les découvre. L'expérience qui est au centre du conditionnement classique, dit répondant, est celle d'un médecin russe, Ivan Pavlov, qui a reçu d'ailleurs le prix Nobel de médecine pour cela. Il l'a développé à la fin des années 1890, mais ne fut connu par les behavioristes qu'à la fin des années 1920. Pavlov a imaginé un protocole expérimental avec un chien, le voici. Il montre au chien des aliments et constate que le chien salive avant d'entamer son repas. Cette salivation est un réflexe. Nous l'avons aussi d'ailleurs, elle nous prépare physiologiquement à ingérer et digérer les aliments. Mais il fallait le prouver, c'est ce que Pavlov fera. En plus, il s'amusera à varier l'expérience et à introduire un nouvel élément, apprendre au chien à saliver même s'il n'y a rien à manger. Comment est-ce possible? Eh bien, par conditionnement. Lorsqu'il présente au chien un aliment, le chien salive, ce qui est normal. L'aliment est alors désigné comme un stimulus inconditionnel et la salivation comme une réaction inconditionnelle. Dans tous les cas, vu que c'est un réflexe, lorsqu'on présente un aliment, l'animal salivera. Pavlov présente au chien une cloche et constate que le chien ne salive pas, ce qui est normal. La cloche est alors désignée comme un stimulus neutre et la réponse du chien comme non conditionnée ou neutre. Pavlov associe ensuite la cloche et l'aliment, ce qui déclenche chez le chien la salivation, car l'aliment est toujours présent, donc une réaction inconditionnelle. Il répète cette association plusieurs fois, puis pour finir ne présente plus que la cloche et il constate que le chien salive alors même que l'aliment n'est plus présent. La cloche passe donc du statut de stimulus neutre au statut de stimulus conditionnel qui provoque une réaction conditionnée chez le chien, soit la salivation. Et voilà, vous avez là un apprentissage basé sur un conditionnement répondant. Cette expérience sera refaite des centaines de fois avec des réflexes différents, dont certaines émotions dites primaires comme la peur. Watson l'appliquera sur un bébé, le célèbre Albert. Il associera un bruit violent, une violente déflagration, avec la présentation de rongeurs, notamment de lapins, ce qui créera une phobie des lapins et de tous les rongeurs chez Albert. Watson démontre ainsi qu'il est possible de conditionner n'importe quel être vivant à réagir de telle ou telle manière sur la base de réflexes. C'est d'ailleurs particulièrement intéressant de faire le lien entre cette expérience et la manière dont nous sommes parfois, et je dirais même souvent, conditionnés à réagir de telle ou telle manière lorsque nos émotions, dites primaires, sont sollicitées. Ainsi, avec la peur, l'agressivité et le plaisir, il est très facile de nous conditionner à tout et n'importe quoi, et certains l'ont bien compris. C'est le psychologue Burrus Skinner qui s'est amusé à nous démontrer le conditionnement opérant, mais cette fois-ci non pas avec des chiens, mais avec des rats. Il s'est inspiré des travaux sur la loi de l'effet du psychologue Edward Lee Thorndike. Thorndike s'était amusé avec des chats qu'il enfermait dans une boîte de laquelle il pouvait sortir grâce à un mécanisme de poulie. Le chat devait tester comment sortir par essai, erreur, puis recevait ensuite une récompense une fois qu'il avait réussi à sortir de sa boîte. En bref, c'est l'ancêtre des escape games, mais un escape game pour chat.
Skinner estimait que des facteurs internes à l'individu pouvaient le pousser à apprendre, comme par exemple la motivation à recevoir une récompense ou à éviter une punition. Il plaça donc des rats dans une petite boîte avec des boutons de couleur et des leviers. Le rat devait apprendre une séquence liée aux couleurs, comme par exemple 2 fois la lumière rouge et 1 fois la lumière bleue. Si le rat appuyait sur le levier au mauvais moment ou si la séquence qu'il validait était fausse, alors il recevait un choc électrique, soit une punition. Si par contre il répondait correctement, il recevait à manger, soit une récompense. Skinner répétait ainsi l'opération jusqu'à ce que le rat ne fasse plus d'erreurs, prouvant ainsi qu'il était capable de lui apprendre tout et n'importe quoi et de renforcer l'occurrence d'un comportement par le biais d'une récompense ou d'une punition. Il distingua ensuite les récompenses et punitions dites positives, soit celles où on ajoute quelque chose. À manger, c'est une récompense positive, ou le choc électrique, c'est une punition positive, on rajoute le choc électrique. Un bonbon, une baffe, une félicitation, une réprimande. Et les récompenses et punitions dites négatives, soit celles où on enlève quelque chose. Si par exemple vous êtes privé de téléphone, c'est une punition négative, on vous prive de votre téléphone portable qui est un plaisir pour vous. Si par contre on vous décharge de corvées ménagères, par exemple, là c'est une récompense négative parce qu'on vous enlève quelque chose qui a priori vous était désagréable. Tous les parents et enfants connaissent cela par cœur. Les travaux de Skinner vont également inspirer les pédagogues qui mettront en place l'enseignement programmé. Et ceux de ma génération se souviennent peut-être d'un film où certains collégiens rentraient dans une machine qui distribuait soit des baffes, soit des glaces pour qu'ils puissent passer leur bac sans tricher. Bref, c'est là encore une manière très simple de nous conditionner et ça marche. Sachez d'ailleurs qu'il a été prouvé que le schéma qui apporte le plus de satisfaction est celui où la récompense à un comportement souhaité est positive. En bref, stimulez le plaisir en promettant la lune et vous obtiendrez presque tout ce que vous voudrez et l'autre sera heureux, sans se rendre compte qu'il a été conditionné. Mais attention au risque d'addiction lié au plaisir et à la non-gestion de la frustration. Un autre conditionnement est tout aussi addictif, mais comporte des effets très délétères sur la santé physique et psychique, le conditionnement aléatoire. Une fois tu gagnes, une fois tu perds, et ce, indépendamment de ton comportement. Une baffe, une glace, une baffe, une glace, quoi que tu fasses. La personne lutte ainsi pour obtenir la glace, et ce, malgré les baffes, sans toutefois savoir ce qui va lui donner accès à la glace ou à la baffe. C'est un principe que l'on retrouve dans certains schémas relationnels dysfonctionnels et qui est au cœur des jeux d'argent. Voilà, vous savez tout sur les conditionnements. À bientôt pour un nouveau Psychose.